Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour, bienvenue dans la matinale d'info de Public Sénat et de Sud Radio avec la participation de la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, mon invité, c'est Sandrine Rousseau. Bonjour Sandrine Bonjour. Rousseau, vous êtes porte-parole nationale d'Europe Écologie Les Verts. Vous êtes tête de liste des écologistes pour les élections régionales. Plus que des écologistes, d'un rassemblement. Un rassemblement qui Front de comprend gauche, Europe Écologie Les Verts, Nouvelle Donne et Nouvelle Gauche Socialiste. J'allais le dire, en Nord, Pas-de-Calais, Picardie. Et vous êtes également vice-présidente sortante du Conseil régional. Merci d'être avec nous. Vous serez interviewée aujourd'hui par Véronique Jacquier de Sud Radio. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Et par Gilles Leclerc de Public Sénat. Bonjour Gilles. Bonjour Cyril. Alors, Sandrine Rousseau, on assiste à 3 rétro-pédalages spectaculaires du gouvernement en 48 heures. Les impôts locaux des retraités remboursés rapidement. Le mode de calcul de l'allocation adulte handicapé qui va être revu. La dotation générale de fonctionnement aux collectivités locales sera reportée d'1 an face à la contestation d'associations d'élus locaux. Comment vous jugez cela ? Quelle est votre interprétation à ça ? Mon interprétation, c'est que c'est des cafouillages, c'est que ça donne une image d'amateurisme qui est particulièrement pas bonne dans la séquence. Et ça dit aussi que quand on veut avoir comme ligne de mire des politiques publiques de réduire les inégalités et qu'on s'aperçoit le jour où les retraités reçoivent leur feuille d'impôt que il y a un cafouillage là-dessus, c'est quand même très embêtant. Sur les handicapés, je trouve ça particulièrement abject. Enfin, là-dessus, j'ai allé chercher, compter les intérêts du livret A. Je trouve qu'on est quand même dans des mesures qui ne sont pas du tout à la hauteur du problème et à la hauteur de la question sociale aujourd'hui en France. Gilles Leclerc. Aujourd'hui, il y a une autre actualité. Plusieurs de vos amis, Cécile Duflot, Emmanuel Causse, seront à Notre-Dame-des-Landes pour la reprise des travaux qu'a décidé le gouvernement. Comment vous jugez cette décision, vous ? Est-ce que vous serez d'ailleurs à Notre-Dame-des-Landes aujourd'hui ? Non, je ne serai pas à Notre-Dame-des-Landes parce que je reste dans notre région pour faire campagne. Ceci dit, si j'avais eu la possibilité, j'y serais allée. C'est une décision d'un autre temps, c'est un entêtement profondément malsain. C'est le choix du moment sur la reprise des travaux ? Le choix du moment, je le laisse à vous, analystes. C'est-à-dire que la question, c'est pourquoi, alors qu'on fait des injonctions permanentes à l'union à gauche, pourquoi on fait ça à 5 semaines d'une élection régionale, sachant que c'est un sujet qui est emblématique d'une question de société, mais d'une question d'un changement de société. Est-ce qu'on continue dans le modèle précédent ou est-ce qu'on change de société et on regarde vraiment les questions de dérèglement climatique et de transport du coup de manière courageuse ? Et ben voilà, le fait de faire ça à 5 semaines d'une élection, c'est pas anodin. Je pense vraiment qu'on est dans cette contradiction permanente. Est-ce que c'est de nature à avoir éventuellement une influence entre les 2 tours des régionales, par exemple dans votre région, mais aussi dans les autres ? Pour les rapports entre le PS et c'est de nature à tendre les rapports, évidemment que c'est de nature à tendre les rapports. Oui. Mais comme ont été de nature à tendre les rapports, le fait que quand il y a un pic de pollution, on n'est pas capable de prendre une décision rapide. De même qu'il est de nature à tendre les rapports, le fait qu'on fasse aujourd'hui des explorations pétrolières en France. Enfin, on est vraiment dans l'idée qu'à part une injonction autoritaire à l'Union, il n'y a pas vraiment de vision commune sur les politiques à mener, en tous les cas à court terme. Alors pourquoi pas d'alliance de toute la gauche pour le premier tour ? Au départ, ça aurait pu bien se passer avec Pierre de Saint-Ignon. Mais vous êtes vice-présidente sortante de la région. Oui, je suis vice-présidente sortante et je revendique d'ailleurs le bilan commun de ce mandat. Et je revendique d'avoir poussé des choses et qu'avec le groupe écologiste au Conseil régional, on a poussé des choses, on a gagné des choses. Simplement qu'on est en permanence à s'en remettre à un arbitrage et qu'aujourd'hui, il faut changer de braquet. Et la question, c'est... Il y a énormément de gens en France, et j'en ai entendu plein depuis le début de cette campagne, qui sont de fins stratèges politiques et qui expliquent qu'il faut l'union de la gauche, etc. J'en ai pas entendu un seul, et je le dis vraiment presque solennellement, je n'en ai pas entendu un seul qui se questionne sur pourquoi le FN est aussi haut dans cette région. Et c'est ça la question, c'est profondément ça la question. Et pourquoi le FN est aussi haut dans cette région ? C'est parce que cette région a été abandonnée. C'est l'illustration même... Abandonnée par la gauche ? Abandonnée par l'ensemble des gouvernements. Et face à cette montée incroyable du FN, on ne peut pas tenir le discours de dire on va continuer ce qu'il y avait avant. On va offrir la même offre politique qu'avant. Et c'est pour ça que nous, au Rassemblement, on essaye de construire une offre politique qui est différente, qui se fonde sur une réforme démocratique, sur la solidarité et l'environnement comme angle d'attaque prioritaire des politiques économiques, sociales. Scénario, imaginons, vous êtes en finale face à Marine Le Pen. J'imagine que vous allez attendre quelque chose de Pierre de Saint-Ignon, non ?
Si on est en tête à l'issue du premier tour, j'attendrai évidemment l'union. Bon, pourquoi alors c'est pas réciproque? Mais j'attends la fin du premier tour pour voir quelle est la... C'est quand même envisageable. C'est quand même envisageable. L'objet de la candidature du rassemblement, de la construction de cette offre politique, c'est de faire gagner la gauche. J'ai toujours tenu ce discours-là, je n'en ai jamais tenu aucun autre. C'est de faire gagner la gauche. Mais pas n'importe quelle gauche, pas dans n'importe quelle condition. Et donc je veux vraiment qu'il y ait une forme de sursaut démocratique dans cette région. C'est ce que nous allons chercher. Un sursaut qui crée une surprise à l'issue du premier tour. Et voilà, cette offre politique, elle permet ça. Véronique Jacquier. Et que répondez-vous à ceux qui vous disent que vous allez faire gagner Marine Le Pen ou Xavier Bertrand? Mais Marine Le Pen ou Xavier Bertrand, c'est pas une comète qui arrive dans la région et qui soudain fait un score inouï. Marine Le Pen et le Front National, ce sont des scores qui d'élection en élection progressent. Et on ne s'interroge jamais sur comment contrer cette progression, si ce n'est en disant on fait union, pas union. Mais ça n'est pas du tout ce n'est pas une réponse qui est à la hauteur des enjeux. Et vraiment, quand on est à une région qui a des taux de cancer inouïs, qui a une espérance de vie la plus faible de France et que quand il faut chercher de l'argent pour boucler le budget de l'État, c'est dans les hôpitaux de la région qu'on va le chercher, ça n'est pas à la hauteur. Ça n'est pas à la hauteur. Et quand on a une région qui est une des plus exposées de France au réchauffement climatique, parce qu'on a un polder, c'est-à-dire une partie de la région qui a été gagnée sur la mer, qui va de Calais à Dunkerque jusqu'à Saint-Omer, où il y a 450 000 personnes dessus, et la centrale nucléaire la plus importante d'Europe de l'Ouest, que c'est une zone submersible, eh bien, on ne peut pas faire comme si le dérèglement climatique n'existait pas. Quelle est votre priorité pour la région ? Notre priorité pour la région, c'est de faire cette troisième révolution industrielle qui permet aux entreprises de la région d'avoir un train d'avance, d'avoir un coup d'avance sur les autres et notamment sur les autres entreprises en concurrence. Alors, à propos de révolution industrielle, les autres candidats, Marine Le Pen, Xavier Bertrand, Pierre de Saintignon, sont favorables au développement du canal Nord-Seine-Europe, qui partira de Compiègne pour aller jusqu'à Douai, presque. Pas vous. Pourquoi ? C'est un canal qui, en fait, rejoint Anvers à Paris. Hein. C'est ça, le canal Seine-Nord-Europe. Oui, tout à fait. Et ce canal, il coûte extrêmement cher. C'est plus de 4 milliards d'euros. Mais ça peut être une révolution industrielle, ça, de s'engager dans ce projet. Ce canal, il rejoint, je redis, Anvers à l'Île-de-France. Quelle est la plus-value pour la région? Est-ce qu'on est sûr que le port de Dunkerque, est-ce qu'on est sûr que les dockers du port du Havre ne seront pas les premiers à subir ce canal Seine-Nord-Europe qui rejoindra le premier port belge à l'Île-de-France? Est-ce qu'on est sûr qu'on a 4,5 milliards à dépenser dans le fait qu'on affaiblisse nos ports nationaux? Moi, je pense qu'il faut revoir la copie et dire on va regarder quels sont les impacts réels de ce canal Seine-Nord sur les ports de la région. On va aussi voir un petit bout de ce canal qui s'appelle le canal Condé-Pomerol, qui est une bombe chimique absolue puisqu'il y a des pollutions énormes qui sont enterrés dans le fond de ce canal. Là, pour l'instant, on le creuse sans prise en compte des effets massifs de diffusion de ces pollutions et qui, en plus, est la portion qui pose le plus de problèmes si on veut protéger les emplois de Dunkerque et du Havre. Donc, moi, je dis, on revoit la copie et on le revoit sereinement à l'aune des enjeux de bien commun, c'est-à-dire quels sont les emplois que ça génère et quels sont les reports modaux, c'est-à-dire comment on fait en sorte que ça diminue la quantité de camions dans la région pour le faire. Pour l'instant, il n'y a aucune garantie de ce report modal. Gilles Leclerc. Dernière question sur les régionales. Le sujet Calais réfugiés, est-ce que c'est un vrai enjeu pour cette élection? Et comment vous distinguez par rapport à vos concurrents? Calais est un véritable enjeu parce que la population calaisienne souffre objectivement de cette situation. C'est extrêmement difficile. Tous les candidats le disent. Et qui va à Calais se rend compte quand même de l'incroyable situation dans laquelle on est, où les Calaisiens sont enfermés dans des barbelés. Les réponses, c'est quoi? Les réponses, c'est très compliqué quand même. Non, c'est pas compliqué. Ça n'est pas compliqué. Il y a les ONG qui sont sur place disent que quand on est dans des camps de réfugiés de pays du Sud liés à des guerres, on traite mieux les personnes qu'en France, qui est la 6e puissance mondiale. Calais, c'est typique de l'abandon de la région. Pourquoi? Parce que ni Sarkozy, ni Hollande n'ont été capables de gérer ce problème. Ni l'un, ni l'autre n'ont été capables. Sandrine Rousseau. Mes solutions à moi, c'est de dire on ouvre la frontière avec la Grande-Bretagne. Et François Hollande, en tant que président de la République, d'un des pays les plus importants d'Europe, doit être capable de mettre ce sujet sur la table avec Cameron. Et moi, avec Xavier les Verts anglais, la même chose, hein, pardon. Et moi, avec les Verts, oui, mais ce que fait pas Xavier Bertrand, c'est que moi, ça fait 5 fois que j'y vais sur Calais, 5 fois avec des
des députés anglais pour construire de part et d'autre de la frontière la possibilité d'ouvrir cette frontière et de nouer des alliances avec les députés verts de l'autre côté de la frontière. Si Xavier Bertrand avait fait ça, la majorité est de son côté en Angleterre. S'il avait construit cette alliance avec les députés républicains de l'autre côté, eh bien, cette frontière serait déjà ouverte. Ce que fait Xavier Bertrand, c'est de la déclaration. Il ne se donne pas les moyens d'ouvrir réellement la frontière. Véronique Jacquier. Votre dernière question sur les régionales. Votre adversaire, en vous écoutant, c'est plutôt Xavier Bertrand ou Marine Le Pen ? Mais Marine Le Pen n'est pas une candidate comme les autres, c'est une candidate d'extrême droite et il est hors de question qu'une candidate d'extrême droite soit assimilée aux autres. Donc évidemment que ma première adversaire, c'est Marine Le Pen. Ceci dit, Xavier Bertrand n'est pas un grand candidat pour cette région. Xavier Bertrand, son programme, c'est de remettre les épandages aériens de pesticides, c'est d'intensifier l'agriculture, c'est de mettre les chasseurs à l'environnement, c'est de mettre les gens du RSA au travail comme si les gens étaient feignants dans leur canapé. Enfin, je pense qu'on n'est pas du tout non plus là à la hauteur de la culture et de la richesse de cette région. Objectif de création d'emplois, Xavier Bertrand dit 60 000. 60 000 uniquement parce que lui, il dit il y a 60 000 emplois qui ne sont pas pourvus, il suffit qu'on mette les entreprises et les gens en contact et c'est bon. Moi, je dis, je me fonde sur une étude économique qui a été faite par 2 économistes, Jean Gadret et François-Xavier Devetter, et 3 sociologues dans cette région sur les emplois de la région. Ils disent en un mandat, on peut faire entre 50 000 et 100 000 emplois sur la transition énergétique, écologique et sociale. C'est ce que l'on va essayer de faire. Pour clôturer sur les régionales, si Martine Aubry avait été candidat à la place de Pierre de Saint-Ignon, votre attitude aurait été différente ? Avec des si, on met Paris en bouteille. Donc pas d'attitude. Et on ne met pas la région Nord-Pas-de-Calais dans une bouteille. Si on sort un peu des régionales, encore que ce soit peut-être lié, vous en parliez il y a un instant, comment vous jugez l'accord obtenu par François Hollande en Chine à quelques semaines de la COP 21 ? Est-ce que ça va dans le bon sens ? La Chine apparemment a dit oui, on est d'accord pour se mettre à niveau et oui sur des clauses de rendez-vous. Est-ce que vous saluez quand même cette avancée ? François Hollande va en Chine essayer d'obtenir un accord qu'il n'est pas capable de mener dans son propre pays. Il a fait un discours pour dire que la France serait besoin de la Chine quand même pour exemplaire. avancer. Vous pouvez pas dire On le a contraire. absolument besoin de la Chine, mais on a aussi besoin de la France et de la France qui accueille la COP 21. Aujourd'hui, François Hollande a fait un discours pour dire que la France serait exemplaire. La France est tout sauf exemplaire. Tout sauf exemplaire en matière de réchauffement climatique. Et donc la question c'est, oui, on peut aller mener et essayer d'obtenir des accords avec la Chine. Encore faudrait-il réussir à obtenir des accords au sein de sa majorité et avec ses élus locaux pour changer de modèle Mais en vous France. souhaitez Pour un l'instant, accord, qu'on ça soit n'est bien pas le clair, cas. vous souhaitez un Je accord à la souhaite COP un 21 accord. quand même. Je souhaite un accord contraignant, c'est-à-dire un accord qui oblige les pays avec des sanctions pour ceux qui ne le respecteraient pas, évidemment. C'est une absolue nécessité. La Chine est un des acteurs de cet accord, donc c'est bien qu'elle s'engage. Ceci étant, je dis que la France qui accueille la COP 21 doit aussi être exemplaire. Est-ce que ce n'est pas quand même une grande cause nationale qui devrait peut-être dépasser les frontières des partis et laisser un peu de côté les polémiques, y compris nationales, non ? Bien sûr. Et c'est pour ça qu'il faut qu'elle soit exemplaire et que pour l'instant, elle ne l'est pas. Véronique Jacquier. Manuel Valls a été hué par certains étudiants hier soir à Sciences Po. Il a donné une conférence sur la façon de réformer la France. Hué au cri de la gauche, tu l'aimes ou tu la quittes. Vous auriez pu huer le Premier ministre, Sandrine Rousseau ? Moi, je ne suis pas dans la contestation, je suis dans la construction de politique publique, je suis dans le changement de modèle de la région. Je ne suis pas du tout dans l'idée de huer qui que ce soit, je suis juste dans l'idée qu'on est face à un défi, on est à la croisée des chemins. On a l'impression que le monde change, mais que les politiques et certains politiques ne s'en aperçoivent pas, c'est-à-dire qu'ils s'accrochent à un modèle ancien. Aujourd'hui, la question est quelle ambition politique on porte pour la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, comme pour la France, et est-ce qu'on a la volonté de lutter contre les lobbies pour le bien commun ? Je pense que c'est ça la question essentielle. Peut-être une dernière question d'actualité. Vous attendez beaucoup de la réforme du Code du travail qui va être présentée ce matin par Manuel Valls ? J'attends de voir surtout quels seront les droits des salariés et comment on peut faire en sorte que ces droits soient renforcés. Et je le dis parce qu'aujourd'hui... Est-ce qu'il faut faire bouger ce Code du travail ? Est-ce qu'il faut le moderniser ? Comme tout document de réglementation, il faut qu'il évolue. Évidemment, ceci étant, il ne faut pas qu'il évolue dans le sens en permanence d'affaiblir le pouvoir des salariés. Et la question de la hiérarchie des normes est absolument indispensable à mettre sur la table. J'attends de voir quelle sera cette hiérarchie des normes. Et aujourd'hui, les salariés sont de plus en plus mis en difficulté. Il faut les protéger. C'est indispensable, c'est une priorité. Sandrine Rousseau, une petite question sur l'affaire Bonne Maison. Vous avez témoigné à son procès. Que ressentez-vous aujourd'hui ?
Je ressens énormément de colère parce que le drame cette tentative de suicide aurait pu être évitée. Pour qui a assisté à ce procès, on voit très bien que le professeur Bonnemaison n'a pas cherché du tout à tuer les personnes. D'ailleurs, il a été acquitté sur l'essentiel de ses actes. Simplement qu'on est dans un flou juridique absolu sur la fin de vie. On le voit avec l'affaire Lambert. On l'a vu avec mon cas, mais qui est particulier. Et on le voit aujourd'hui avec l'affaire Bonnemaison. Quand est-ce qu'on aura le courage de dire qu'en France, on meurt mal? Et quand est-ce qu'on aura le courage de dire aussi que les personnes sont des adultes responsables et qu'elles doivent pouvoir choisir, si elles le souhaitent, les conditions de leur mort? Aujourd'hui, on ne laisse pas le libre arbitre aux personnes en fin de vie de choisir les conditions de leur mort. Je pense vraiment que dans un pays comme le nôtre, qui respecte à ce point-là les êtres humains, on doit pouvoir entendre le fait que les volontés des personnes au seuil de leur vie ne sont pas toutes les mêmes et qu'il faut respecter ces volontés des personnes. C'est le dernier acte, c'est l'acte le plus important. Enfin, dire au revoir, c'est l'acte le plus important. Aujourd'hui, la législation empêche beaucoup de personnes de dire au revoir à leurs proches. Merci Sandrine Rousseau. Je rappelle que vous êtes candidate aux élections régionales en Nord-Pas-de-Calais-Picardie, sous l'étiquette des écologistes. Rassemblés. Je rappelle aussi que Pierre de Saint-Ignon, Xavier Bertrand et Marine Le Pen sont également vos principaux concurrents aujourd'hui. Merci. On passe à l'analyse de l'actualité et de ce que vient de nous déclarer, entre autres, Sandrine Rousseau avec les éditorialistes de la presse quotidienne régionale dans un instant. Bonjour, j'accueille deux éminents commentateurs de la vie politique. Mathieu Verrier de La Voix du Nord, bonjour. Jean-Pierre Bédy, bonjour. Bonjour. De La Dépêche. On commence par le rétropédalage gouvernemental en 48 heures. Elle y a été fort d'ailleurs, et on peut comprendre pourquoi. Mathieu Verrier. On peut comprendre, oui. Ça confirme le dicton. Abject pour les handicapés, elle a prononcé ce mot. Oui, tout à fait. Mais bon, ils ont reculé parce que élection pendant l'avant, marche arrière au budget. Jean-Pierre Bédy. Oui, bien sûr. On a tous compris que nous sommes en période électorale et que de temps en temps, il faut. Mais où sont les couacs là? À quel niveau sont les couacs? Justement, c'est dans les cabinets, c'est au niveau des ministres. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça qui est quand même un peu problématique, c'est que on a l'impression qu'ils découvrent qu'il y a des élections régionales dans un mois et donc ils font des rétropédalages. Donc je pense qu'il y a un problème de vision, de coordination. Est-ce que ça met pas en cause un peu le fonctionnement du gouvernement Valls, dont on disait qu'il était bien meilleur que celui de Jean-Marc Ayrault, par exemple? Oui, puisque de toute manière, Manuel Valls avait été nommé Premier ministre justement pour remettre un peu de l'ordre dans la maison. On s'aperçoit que c'est pas tout à fait le cas. Je pense qu'aussi, on se heurte toujours à la citadelle Bercy, où c'est là où effectivement viennent le plus souvent des problèmes. Je crois que Bercy n'a pas le calendrier des élections, le calendrier électoral dans ses grosses machines et dans ses gros cerveaux. Donc voilà, et Bercy livre le projet de loi de finances et puis après on se rend compte que politiquement ça fonctionne pas. Non. Alors sur Notre-Dame-des-Landes, décision d'un autre temps, à quelques semaines des élections régionales, elle y va fort. C'est de nature à tendre les rapports, évidemment, et on a l'impression que au fond, le gouvernement n'aide pas l'union de la gauche, Mathieu Verrier. C'est ça, elle y va fort, le gouvernement y va fort aussi. Je crois que des deux côtés, on dit choisissez la gauche que vous voulez, du côté du gouvernement, du côté des écologistes, de la gauche alternative. Voilà, on dit aux électeurs, choisissez votre gauche. Pierre de Saint-Ignon pourrait penser que le gouvernement ne veut pas l'aider à être élu? Oui, je ne sais pas s'il peut penser ça. On sait bien que le monde politique est souvent traversé d'arrière-pensées. Je crois qu'il n'a pas très envie que, comme un certain nombre d'ailleurs de candidats socialistes dans la région, que les membres du gouvernement viennent faire campagne dans sa région, compte tenu de l'impopularité du gouvernement. Bon, après, est-ce que Manuel Valls veut l'échec de Pierre de Saint-Ignon? Je crois pas que ça soit dans l'intérêt quand même du gouvernement. Enfin, elle parle d'une injonction autoritaire à l'Union, c'est très fort. Comment ils vont s'en sortir s'il n'y a pas de vision commune? Ils seront obligés de trouver un accord. Ils vont s'en sortir. Oui, mais l'expliquer aux électeurs,
Comment ça va se faire, Jean-Pierre Bélier? Le problème, c'est ça, c'est qu'avant, quand on monte les électeurs contre le partenaire avec lequel on doit s'allier par la suite, les reports de voix risquent d'être plus difficiles. Bon, jusqu'à présent, lors des précédentes élections, le désistement, les reports de voix se sont globalement bien passés. Sauf que là, on est quand même dans une période où on voit bien qu'il y a une détestation quand même d'une partie de la gauche envers leur gouvernement. C'est plus qu'une opposition et une détestation. Donc c'est là que ça va être difficile de remobiliser ces électeurs-là pour le deuxième tour. Rassembler. Et alors, la COP21 peut aider ou pas? Un résultat positif à Paris peut cicatriser les choses? Vraiment à la marge. Vraiment, c'est un tout petit facteur pour les électeurs. Ça peut pas bouleverser les rapports de force. Parce qu'elle-même est critique. Elle dit qu'on a besoin de la France, qu'il n'y a que la COP21, qu'elle n'est pas exemplaire dans cette affaire, que donc il faut d'abord faire le ménage chez soi avant d'aller en Chine, en gros. Hein, c'était ce qu'elle a dit. Oui, mais en même temps, je pense que c'est quand même pas la préoccupation principale des Français. Même pour la cote de François Hollande, je suis pas persuadé que ça soit d'un grand apport. C'est comme la politique étrangère, même s'il s'en sort bien en politique étrangère ou en matière de défense, on voit bien que ça lui rapporte pas beaucoup de points dans les sondages. Et je pense que la COP, si c'est réussi, effectivement, ça sera apporté à son crédit, mais ça changera pas radicalement l'opinion que les Français ont de François Hollande. Alors un autre sujet, visiblement, qui fonctionne pas pour elle, c'est Calais. Elle dit c'est typique de l'abandon de la région. Elle repart donc là sur les élections régionales, bien sûr. Voilà, il faut ouvrir la frontière avec la Grande-Bretagne. Oui, étonnamment, elle rejoint Xavier Bertrand là-dessus, sur une proposition qui est un peu étonnante, ouvrir la frontière avec la Grande-Bretagne. On se demande un peu où ça avec des mener. actions concrètes avec les députés anglais. Écologiste. Oui, mais cette vision me semble un peu idéaliste ou utopique, parce que manifestement les Anglais ne veulent pas accueillir tout ce flot de réfugiés. Donc qu'est-ce qui risque de se passer? Ils vont les renvoyer, et la Manche va devenir un cimetière comme la Méditerranée, avec un nouveau trafic de passeurs. C'est aussi pour ça que le gouvernement ne veut pas envoyer, le gouvernement français ne veut pas envoyer ces réfugiés en direction de l'Angleterre, parce qu'il sait que l'Angleterre va les refuser. Donc ça va créer à la fois de nouveaux problèmes humains, et ça risque de créer aussi un appel d'air pour les réfugiés. Pour terminer, on l'a senti très ému sur l'affaire Bonne Maison. Je rappelle, elle a témoigné à son procès, elle a eu des paroles très fortes. Elle se aussi en faveur du suicide assisté, Mathieu Verrier. Voilà, son engagement en faveur du suicide assisté vient d'une expérience personnelle avec sa mère en 2013, je crois. Voilà, donc c'est vraiment un sujet dans lequel elle est très, très engagée et très personnellement engagée. Jean-Pierre Bédéi. Oui, de toute manière, ce sont des sujets qui touchent à l'intime. Effectivement, quand on a des expériences familiales, etc., ça peut effectivement influer sur la manière, sur les prises de position. Bon, c'est quelque chose de tout à fait compréhensible, ça. On va regarder vos unes réciproques. On va regarder celle de la Dépêche, Jean-Pierre Bédéi. Dans un instant, voilà la grande région, le défi des transports, un sujet écologique. Oui, à la fois sujet écologique et économique, puisque dans le cadre d'une grande région fusionnée, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, il faut harmoniser les transports. Ça coûte cher. Ouais, ça coûte cher. Il faut renégocier avec la SNCF dans le cadre des deux régions. Il faut s'occuper aussi des transports scolaires, harmoniser les tarifs, les lignes. Donc c'est quand même un gros sujet, et qui un gros chantier. préoccupe beaucoup les électeurs Et tout le temps. qui préoccupe beaucoup les électeurs, surtout dans une région élargie où les points de convergence et de déplacement vont être plus grands par définition. Mathieu Verrier, on regarde la une de la Voie du Nord. Nous aussi les transports. Alors on l'a décrit, Lyon, Nantes et Rennes à 10 €. Et il y a une grande photo. Oui, alors prend toute la une. Nous, voilà, contrairement à Toulouse, on a déjà le TGV depuis longtemps et on s'est rendu compte depuis longtemps que le TGV était très cher. Voilà, donc c'est très bien mais très cher. Et à partir du 13 décembre, voilà, il y a du TGV low cost qui part de Tourcoing. Il y a des régions qui aimeraient bien l'avoir, le TGV, Jean-Pierre Bédéi. Oui, mais ça arrive. On l'a déjà, mais c'est une question de durée. Et vous allez voir, c'est très bien, mais très cher. Une sur les transports, ça fonctionne. Enfin, pour la Dépêche, on a vu aussi, ça roule. C'est quelque chose qui marche. Les gens sont très préoccupés par ça. Dans leur quotidienneté, évidemment. Oui, bien sûr. En Ile-de-France, c'est certain, mais dans vos régions aussi. Oui, bien sûr, le transport, c'est vraiment quelque chose de central. Eh bien, merci Jean-Pierre Bédéi de La Dépêche. Merci Mathieu Verrier de La Voix du Nord. On vous retrouve bientôt sur ce plateau.
Nous, on se retrouve demain à la même heure. Les programmes continuent sur Public Sénat et sur Sud Radio, bien entendu. Et dans quelques minutes, le décrochage avec LCP. Merci à tous et à demain. Au revoir.